Bonjour à tous et je pense qu'on va directement commencer parce qu'on a pris un peu de retard. Yes. Donc bonjour à tous une fois de plus et bienvenue à notre Hello. tout premier webinaire de l'année 2025 sur le thème quel rôle jouent les incubateurs, accélérateurs et hubs d'innovation dans le développement de l'entrepreneuriat et l'innovation technologique au Cameroun. Donc pour venir aujourd'hui, je suis accompagné de 4 intervenants. Donc, Monsieur Ayouk Eta, founder et CEO de Mountain Herb, Aurel Tayou, CEO de Brain Booster, Madame Elodie Nonga, founder et CEO de WeTech, et Monsieur Jean-Patrick Kecha, de l'incubateur le Boucaro. On va tout de suite. Alors, les objectifs de notre webinaire sont ce sera premièrement de comprendre le rôle des incubateurs, accélérateurs et hubs d'innovation, d'explorer leur contribution à l'innovation technologique, de discuter de l'importance des programmes d'accompagnement et de discuter de l'importance des programmes d'accompagnement pour les startups. Donc, avant de commencer directement, on va d'abord donner la parole à chacun de nos l'intervenant pour qu'il puisse se présenter. Et ça nous donnera aussi le temps d'accueillir les personnes qui sont en retard. Donc, je vais commencer par introduire Madame Elodie Nonga. Bonjour, Madame Elodie Nonga. Bienvenue à ce webinaire. Merci de m'avoir aujourd'hui. Alors, je suis Crescence Elodie Nonga. Je suis la fondatrice et directrice exécutive de WeTech. WeTech est WeTech alors c'est Women in Entrepreneurship and Technology. Nous sommes un incubateur accélérateur féminin, c'est-à-dire que nous accompagnons exclusivement les femmes ayant des projets, des petites et moyennes entreprises et des startups soit innovantes, soit à fort potentiel, intégrant aussi ou pouvant intégrer aussi la technologie. Et parallèlement, nous sommes un centre d'innovation féminin, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous créons des solutions innovantes pour les femmes. Donc voilà un peu en gros comment je pourrais me présenter et présenter WeTech. Merci. Je vous en prie. Bonjour Ayouk. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Please, can you introduce yourself and a little bit about your incubator? Thank you. I'm Ayouk Eta. I'm founder of Mountain Hub. Mountain Hub is a digital innovation hub where we focus on 3 things. The first one is technology ecosystem development. In that, we do a lot of stuff to kind of help to build a thriving digital and technology ecosystem in Cameroon. A lot of hackathons, pitch events, and other boot camps that can help stir an innovation culture and also try to kind of like build a thriving ecosystem. And the second thing that we do is venture creation and support. We do a lot of startup development, startup support ourselves because we have a venture studio that is focused on AI, fintech, and SMEs. And we do a lot of technologies to support on that sectors. Our venture studio create a lot of startups. The third thing that we do is technology talent acceleration. We believe that to build the companies that we want to solve the problems that we have in our communities, we need to train the talent that is needed to solve this problem. So one of the key things that we do on Mountain Hub is tech talent acceleration. We try to accelerate engineers, accelerate skills needed to build digital companies. That is what we do at Mountain Hub. Thank you, Ayouk. Bonjour, Jean-Patrick Kecha. Bienvenue à ce webinaire. Est-ce que vous pouvez également vous présenter en attendant que notre 4e intervenante se connecte? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Jean-Patrick Kecha, je suis le founder de Le Boucaro, qui est aujourd'hui un écosystème dédié au développement, à la création de développement et de bonheur. Pourquoi est-ce que on se définit comme ça? Parce qu'on estime que l'entrepreneuriat, qu'il soit innovant,
ou pas a pour objectif d'aider, d'accompagner les gens à mieux vivre. Donc, ça peut être mieux vivre par des solutions technologiques, ça peut être par des PME, des petites PME qui ont des solutions de vie sur des sujets stratégiques simples. Aujourd'hui, on se développe dans les territoires, on est ouvert à Douala historiquement, mais là, on est ouvert à Maroua aussi, et on est en train d'ouvrir à Bafoussam et à Boya. Donc voilà, on a un incubateur de territoire, on ouvre des espaces qu'on appelle des tiers-lieux. On appelle des tiers-lieux, on est le premier réseau de tiers-lieux au Cameroun, puisqu'aujourd'hui on a 3 tiers-lieux et bientôt 4. Et l'idée, c'est d'avoir des espaces dans chacun des territoires où les jeunes qui veulent trouver des solutions au développement de la vie dans leurs environnements puissent venir trouver de la ressource. On a différents programmes d'accompagnement, qu'ils soient d'incubation, d'accélération, et même d'accélération dans le sens où aujourd'hui on a dans l'écosystème on a créé plusieurs structures qui permettent d'accompagner sur toute la chaîne de valeur les entreprises. Dans le domaine de l'agrobusiness par exemple, on a une société de distribution pour distribuer tous les services et produits développés par les gens de notre réseau et ceux qui veulent le rejoindre, avec des partenaires exclusifs avec de grandes multinationales. Donc voilà, on essaye, on a pour objectif de dire qu'une entreprise qui n'arrive pas au bout, c'est-à-dire qui n'arrive pas au final, tant qu'on n'est pas arrivé à l'accompagner, à vendre ses produits, ses services, à les commercialiser, on n'a rien fait. Oui. Donc c'est ça la culture du résultat chez nous, c'est arriver à ce que les jeunes que vous êtes puissent commercialiser ce qu'ils font, parce que sinon ils n'ont rien fait. Voilà, merci. Merci, merci pour votre présentation. En attendant notre quatrième, Madame Aurèle Caillou, directement entamé dans la première partie de ce webinaire, qui est donc de discuter du rôle des incubateurs et accélérateurs dans le développement de l'entrepreneuriat au Cameroun. Si on peut définir c'est quoi les la réussite de leur projet, tout en fournissant les ressources, les outils et les clés nécessaires à leur succès. Donc, alors, vu que étant tous des directeurs et fondateurs d'incubateurs, je pense que pour mieux aller dans le concret de nos échanges, vous nous donnerez un peu comment vous, enfin, quel est le rôle de votre incubateur de façon spécifique dans le développement de l'entrepreneuriat au Cameroun. Comment, par exemple, chez Mountain Hub, le process d'accompagnement des startups aide au développement de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe chez le Boucaro? Vous avez déjà un peu introduit ça. Et de façon concrète, de façon technique, comment ça se passe? Comment ça se passe chez WITEC qui est spécialisé pour l'entrepreneuriat féminin? Donc, je vais commencer on va commencer directement avec Ayou sur cette partie. Thanks, Cedric. At Mountain Hub, we do a couple of things to support entrepreneurs. The first thing is incubation. And then we have one level lower than that we call germination. And germination is a program that is designed to validate ideas. In our germination program, the whole idea is to run hackathons across the country and take those hackathon projects into a process that can turn those prototype or those ideas into viable startup or viable businesses. So that is like the lowest level of our incubation program. The second level is incubation that we do, which is focused on you have an idea, you come to the hub, and the hub is not just there to give you resources. The hub is also there to train you. If you look at the context of entrepreneurship in Africa and compared to the West, you realize that a lot of people leave schools in the West with entrepreneurship background. They know what it is. When you leave a university, you understand what entrepreneurship in the Western world, but in Cameroon, that's not the case. So the hub is not just there to give you resources to build whatever you came there to build. The hub is also supposed to be like the university of the founder. So there's a deep amount of training that goes to test the startup DNA if you are supposed to even build a startup in the first place. Not everybody should build startup. Not everybody should be an entrepreneur. Some people are just frustrated.
because of lack of jobs. One of the things that we do in our incubation and germination program is to actually test your startup DNA. Should you be an entrepreneur, or should we look for you a job? And there are some series of steps that you go through to validate that you really want to build a product. Once we validate that, then we can support you to actually build a company. We don't want to support people that we don't think that they should be building a company or they should be an entrepreneur in the first place. So there's that a lot of training and support that happens before we actually start supporting the idea or the business. And the key note here is to put in our discussion that the hub has become a university of founders, because there's a lot of training to be done on what entrepreneurship is, how it's supposed to be done, and what are the nuances or the things that can go wrong. Um, at the final level, we have an acceleration program in which we run once in a while. We believe that when a startup is already at the level of acceleration, they've already fixed most of the problems. So, but our support in Mountain Hub is not a lot focused on accelerator. There are all big accelerators out there that we're in partnership with them, and we can kind of like transition to startup to partner with those accelerators. So we focus a lot on innovation, incubation, and we have a venture studio. We also think that sometimes to for an entrepreneur to build a startup, they need to see another entrepreneur build it. And for We Mountain Hub, most of the founders are entrepreneurs. So we built startups that have failed. Some of them have succeeded. We had a couple of exits. So we actually build startup on a daily basis by ourselves, right? And that's what happened in our venture studio. So we either build the solution or validate the business model and make sure that it's working and bring a CEO to run it, or we co-found a solution with a CEO and build the technology and also build their capability to be able to run the business and stand. So these are the things that we do concretely in supporting startups and entrepreneurs in Cameroon. And we don't just do that in one city, we do that in the entire country. So our headquarters is based in Boya. We have a branch office in Yaoundé. The goal for Boya is to be is our founding part of the Silicon Mountain history. The goal for Yaoundé is to be close to policy. You cannot build a thriving ecosystem if you are not close to policy to be able to direct how policy is going to go. And then we have hotspots in all the 10 regions of the country where we support entrepreneurs to do these things. So we take them at the level that they are. Either it's in germination that you pass through our hackathon or pitch competition, or it's incubation that you subscribe to be incubated, or it is venture studio that we discover you that we can work with you, or it's acceleration program that we either accelerate you or partner with some of our partners who run acceleration program that we also support. So in a nutshell, that's what we do at Mountain Hub in terms of supporting entrepreneurs. Cedric, I can't hear you. I don't know if others are hearing you. Oh, excuse me. So if I can resume what you say, your support or you intervene in supporting startup in 4 levels. First of all, you organize hackathon around the country, and then you select the startup that will join your incubation program. So, and another phrase, startup can directly Mountain Hub through your incubation and your germination program, and you also have an acceleration program. Mm-hmm. Yeah, that's it, right? And if I can add something, recently Mountain Hub also organized the first edition of Cameroon International Tech Summit. This is another way for you to support the tech ecosystem and entrepreneurship in Cameroon. Yeah, that is out of building all the things that we did. One of the big way that we thought that we could actually like bring everything together was to have a summit. Yes. Where we all meet and have like both conversation of where our ecosystem is supposed to be going, meet the entrepreneurs that are building amazing stuff, bring the people that are designing policy, bring the development organizations that are supposed to be supporting entrepreneurs. At its core, it's supposed to be our own Viva Tech in Cameroon, where we also bring people from other African countries to come and see what Cameroonian entrepreneurs are creating. And this creates a platform of partnerships.
where you can partner with other entrepreneurs across Africa, or you partner with other entrepreneurs within our own ecosystem. Yeah. Okay, so the main objective is to join the world ecosystem together and show the world what we have what we propose in Cameroon in terms of tech and in terms of innovation in entrepreneurship in Cameroon, right? Yeah, yeah. Okay. So pour continuer, je vais introduire Elodie Nonga pour nous parler également de comment WeTech, qui est d'ailleurs spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'innovation féminin, comment est-ce que votre incubateur intervient actuellement dans comment est-ce que vous prenez à cœur ce rôle de développement de l'entrepreneuriat au sein de l'écosystème camerounais, principalement pour les femmes. Hello. Il est là? Elodie? Donc, je pense qu'elle a peut-être des soucis de connexion. On va continuer. Est-ce que le est-ce que J'ai entendu aucune des questions que vous avez posées parce que votre connexion marche mal. C'est un problème de connexion. J'ai entendu aucune des questions que vous avez posées. Si vous pouvez répéter ça. Alors, ce que je disais, c'est que comme Ayoub nous a présenté, ici, nous sommes à cette phase où nous parlons déjà du rôle des incubateurs et accélérateurs dans le développement de l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais savoir de façon concrète, au niveau de votre incubateur, le Bukaru, comment est-ce que vous accompagnez, comment est-ce que vous participez d'ailleurs à ce développement-là de l'entrepreneuriat, de façon technique, de façon spécifique à vos programmes et à vos process de sélection et même d'accompagnement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'incubation chez le Bukaru, comment ça se passe et quels sont d'ailleurs même, si d'ailleurs il y a des résultats que vous pouvez nous partager aussi? Alors, la première chose, c'est que on n'a pas vraiment défini de programme chez nous dans le sens où on l'a fait parce qu'on est obligé de le faire parce que c'est légalement obligatoire. Mais notre conception est de considérer d'abord les personnes qu'on en face. Qui investissent, qui mettent de l'argent, financent souvent les personnes et pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon projet, mais une équipe totalement naze et le projet ne sera pas financé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on fait attention à notre bien-être personnel, c'est-à-dire accompagner des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas d'expérience et qui pensent que ce qu'ils ont inventé c'est le ciel, la terre, la lune et Mars réunis, c'est éprouvant mentalement, et donc on fait attention à notre mental et au temps qu'on y met et qu'on y perd souvent parce qu'au début on perdait beaucoup de temps. Donc la première étape c'est un entretien de personnalité, de personne. Si vous pouvez avoir la plus belle société au monde, vous pouvez être le prochain Elon Musk, très honnêtement, et moi je passe l'entretien final. Vous aurez passé les premiers filtres, et vous avez à moi si votre mindset, votre mentalité, votre manière de faire, votre body telling, etc. ne match pas avec les valeurs qu'on défend au Bukaru, on vous accompagne pas. Première chose. Même si vous avez la solution la plus innovante, c'est le dernier cri, même si on sait qu'on peut faire des billions, des millions d'argent avec vous, on vous accompagnera pas parce que on aime les bonnes énergies. C'est la première chose. Ensuite, au Bukaru, comme je disais tout à l'heure, on considère que l'entrepreneuriat, il y a deux choses dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on dit aux gens, entreprenez pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre. On dit pas aux gens, entreprenez pour pour être des innovateurs de demain, parce que en réalité, la partie là, qui est pas très glamour, je reconnais, mais qui est réelle, c'est on est passé d'un Cameroun où on disait aux gens allez à l'ENAM, devenez administrateur, à devenir entrepreneur sans avoir donné les moyens de devenir en réalité.
Du coup, ça veut dire qu'il y a une exigence pour ces personnes-là, c'est d'arriver au bout de leur démarche entrepreneuriale et le bout de la démarche entrepreneuriale, c'est pas de dire ah ouais, j'ai au moins essayé, c'est dire je commercialise mon produit, mon service. C'est extrêmement important de le garder. Donc du coup, la deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on est capable d'accompagner ce que vous voulez faire à un niveau où ça pourrait être commercialisé, quelle que soit la forme, mais ça pourrait l'être. Si on sent qu'on n'est pas capable de le faire, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire que nous, on n'a pas la capacité de le faire parce qu'on ne voit pas comment ce résultat peut être atteint, on vous accompagne pas non plus. Parce qu'on veut pas que vous perdiez votre temps, on veut pas que vous passiez 6 mois, 12 mois avec nous et qu'à la fin vous dites, bah, j'ai perdu mon temps parce que je suis au même point, je peux rien faire de ce que j'ai développé. Une fois qu'on a ça c'est la deuxième variable. La troisième variable, c'est quel est le sujet que vous développez. Si on pense que ce que vous développez ne va aider ni rien ni personne, ça peut être très intelligent, très smart, très tech, etc. Mais si on pense que ça ne peut aider ni rien ni personne, et donc ou bien qu'on ne voit pas, et ça peut être nous qui ne sommes pas assez ouverts d'esprit pour penser que ça peut aider quelqu'un. Donc encore une fois, on n'est pas en train d'incriminer ou d'accuser quelqu'un, mais si on pense que ça ne rentre pas dans la catégorie des choses qui peuvent aider les Camerounais à mieux vivre, on ne vous accompagne pas non plus. La dernière chose, c'est on a choisi au Bukao de ne pas avoir de thématique spécialisée dans le sens où ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une génération de jeunes de moins de 25 ans et même de plus, parce qu'en réalité, l'économie camerounaise est dans un état tel que tout le monde cherche à avoir un side business. Au début, on était sur les étudiants, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes qui sont en train de travailler essaient d'avoir une deuxième occupation structurée. Et donc, en fait, il y a un marché vraiment très large de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais on n'a pas donc de thématiques spécialisées parce qu'on s'est rendu compte que ce qui est important, c'est de canaliser les énergies de gens qui ont envie de créer quelque chose d'impactful pour leur environnement, pour les personnes à qui ça s'adresse, et qu'il ne faut pas frustrer en disant, écoute, ben nous on est un incubateur sur la santé ou bien sur les femmes ou sur X, Y, Z choses, donc tu es intelligent dans ce que tu me dis, mais on fait pas ça. Nous, le focus, c'est de donner les moyens à la personne, quelle que soit la thématique, de pouvoir structurer son idée et d'aller de A à B. Ça veut dire que on regarde l'intelligence de ce qui est proposé, le bien fondé, et on essaie de donner les moyens structurels. Parce qu'en réalité, quelle que soit la thématique, entreprendre autour d'une proposition de valeur sur un bien ou sur un service, c'est la même chose. Il n'y a pas un business plan pour les habits et un business plan pour les tomates. Il y a comment est-ce que tu fabriques un produit ou un service, comment est-ce que tu le vends, quelle est la marge que tu fais, comment tu trouves tes clients, c'est exactement la même chose. La preuve, il n'y a qu'un seul business canvas modèle, il n'y en a pas 10 000. Donc du coup, on n'est pas spécialisé sur une thématique donnée. La seule spécialisation qu'on a circonscrit, c'est le fait de se dire que l'entrepreneuriat doit être encouragé dans les territoires. Ça veut dire que l'environnement de Douala n'est pas le même, celui de Bafoussam n'est pas le même, celui de Marois. Et donc, la seule chose qu'on apprend, c'est de dire que si vous voulez entreprendre à Marois, à Bafoussam, à Bamenda, à Boya, on peut vous donner les clés de cet environnement-là. C'est pour ça que je rejoins d'ailleurs Ayouk sur le côté, il faut se lier là où les choses se décident. Non pas du principe que les choses ne se décident pas, elles se décident sur le plan national, peut-être à Yaoundé, mais pour nous, les choses se vivent et se décident donc sur le plan local. D'ailleurs, le Cameroun est dans une phase de décentralisation, ça veut dire que les choses se décident au niveau local. Et donc, on accompagne dans chacun des espaces qu'on ouvre, c'est pas qu'on ouvre des espaces, des tiers-lieux, on a une compréhension de l'environnement et on dit, OK, si vous voulez venir à Bafoussam, voilà comment ça se passe, et on peut vous aider à structurer quelque chose sur les enjeux et les besoins de Bafoussam. Une fois que vous avez ces 5 étapes-là qui sont circonscrites, on rentre dans un processus tout à fait classique. Si vous êtes au début de l'idée, donc c'est vrai, on vous accompagne à ce que votre idée
devienne un projet viable avec tous les canons que ça exige. Si vous êtes dans une phase où vous aviez déjà quelque chose qui avait un certain résultat, on essaie de vous accompagner à améliorer cela et à viser plus et à faire ce qu'on appelle le scale. Et pour ça, on essaie de vous donner les moyens. Par exemple, on a un programme aujourd'hui qui est dédié en fait, c'était un programme qui était dédié donc à la distribution de Made in Cameroun. C'est devenu une société à part entière aujourd'hui et l'objectif, c'était de dire que, OK, c'est bien beau de vous accompagner à mettre en place un business de transformation d'épices, de tomates, etc. Mais c'est encore mieux si vous trouviez les débouchés, le réseau de distribution. Et comme c'était la problématique, on a donc mis en place une étape pour vous aider à distribuer. Donc notre principe est simple, notre principe d'action il est simple, hein, il fonctionne sur 4 lettres. IDAP, c'est-à-dire qu'on incite les jeunes dans l'université à entreprendre. Ça, c'est la première étape, donc sa phase d'idéation. On accompagne les meilleures idées, et c'est-à-dire qu'on les accompagne à les structurer en projet. On fait ça beaucoup avec nos jeunes étudiants entrepreneurs dans les IUT et avec quelques entrepreneurs qui travaillent déjà. Et après, on accélère ceux qui marchent déjà, qui arrivent à avoir 1, 2, 3 ventes. On dit, écoute, tu vas passer de 3 ventes à 30 ventes. Et voilà comment on peut t'accompagner à le faire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on n'oublie pas que tous ces entrepreneurs sont dans un état très fragile parce que l'environnement des affaires au Cameroun est sauvage. Et on met en place le network qu'il faut pour régler leurs problèmes transverses autour de leurs entrepreneurs. Voilà un peu comment on se déploie sur l'accompagnement. En termes de succès, bon, moi, j'estime que les résultats atteints par les entrepreneurs qu'on a accompagnés, ils sont certains, mais je ne trouve pas ça encore fou de manière à s'en vanter, mais on a accompagné globalement dans notre écosystème à lever 300 000 euros à peu près. En tout sur les 2 dernières années, 350 000 euros. On a accompagné des entrepreneurs à distribuer dans 200 points de vente en étant partenaire avec le réseau Total Énergie Cameroun. Donc, c'est-à-dire que les entrepreneurs du Made in Cameroun chez nous, qui viennent chez nous, peuvent avoir accès à plus de 200 points de vente au Cameroun et bientôt à l'étranger d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Et après, on a tout le network avec l'administration locale et nationale, parce que dans tous les territoires où on est connecté au maire, au gouverneur, au président de région, et donc sur les grands enjeux où il y a des marchés, des choses comme ça, on peut aider des entrepreneurs à connecter à ces personnes-là. Voilà. Ok. Merci, JP. Jean-Patrick. Alors, donc si on peut retenir quelque chose, c'est que l'un des critères importants de l'incubateur, le Bucaro, pour un entrepreneur, c'est déjà un entretien, c'est déjà la qualité humaine même des porteurs de projets, ce qui est d'ailleurs l'une des caractéristiques aussi principales chez Innovation Factory, parce que comme vous l'avez dit, il faut pouvoir juger de la mentalité, de la personnalité du porteur de projet avant de l'accompagner, parce que c'est tout un mindset de développer, une idée, de se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne se lève pas le matin pour décider on peut avoir la meilleure idée du monde, mais il faut avoir toutes les clés, l'intelligence professionnelle, toutes les sens de leadership qu'il faut pour accompagner ce projet. L'expert nous chez Innovation. Alors, vous mettez un point d'honneur à arriver au bout de l'accompagnement qu'on a pu venir. Et je pense que vu qu'on est en train de courir, on va directement prendre avec Madame Elodie Nonga de Vitech, qui va également nous parler de comment ça se passe du côté de Vitech, qui, je le rappelle, est spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat et innovation féminin. Alors, merci. En ce qui concerne UITech, alors nous, on a une approche totalement différente, dans le sens où nous, en fait, la vision de UITech a toujours été au sens international.
Nous, on a toujours poussé très haut en se disant, voilà, build local, but think global. De ça, c'est vraiment le motto qu'on utilise. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec une vision de se dire que oui, il faudrait que ça puisse passer à l'international. Il faudrait que ça puisse être global. Il faudrait que les solutions qu'on accompagne, ce soit une solution que quelqu'un puisse en avoir besoin, pas seulement au Cameroun, mais aussi hors du Cameroun, hors d'Afrique et même dans le monde. Donc, c'est par rapport à ça que nous construisons un peu nos programmes et que nous menons nos actions. Comment ça se passe concrètement chez Vitech? Alors, nous avons 3 pôles. Le premier pôle est beaucoup plus le pôle de la formation de base. C'est-à-dire que nous organisons des formations. Nous sommes spécialisés dans la tech. C'est vrai que nous essayons d'être un peu plus ouverts, mais notre cœur même d'activité, c'est beaucoup plus la tech. Pas seulement la tech numérique, mais aussi la tech industrielle. Ça veut dire que des femmes qui ont aussi des projets autour de tout ce qui est production industrielle, ça peut être de la transformation du bois, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être même dans du textile, etc. Nous, ça nous intéresse. Du moment où il y a des machines, il y a de la technologie derrière, ça nous intéresse. Donc, c'est pas seulement l'aspect numérique. Ça, c'est la première chose que je voulais apporter comme précision. Donc, concernant un peu le parcours, on a 3 points d'entrée ou 4. Le premier point, c'est par les formations, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, dans 8 en technologie. Donc, on estime qu'aujourd'hui, il faudrait au moins que les femmes aient des bases en technologie. C'est pas seulement pour apprendre, c'est pas vraiment pour se spécialiser dans ce domaine-là, mais on se dit que même seulement le fait de travailler cet aspect technologique et technique, ça change un peu la façon de travailler, de penser pour des femmes. Ça casse les codes. C'est déjà quelque chose un acquis pour elles. Aujourd'hui, Witech, c'est pas seulement pour les entrepreneurs, c'est aussi pour les femmes qui sont aussi professionnelles dans le secteur de la technologie. Donc, on s'est dit qu'avec les formations, soit elles vont effectivement créer des startups ou des entreprises qui vont intégrer les technologies après, soit, si ça ne marche pas, elles peuvent toujours se reconvertir avec ce elles auront acquis pendant les formations que nous leur donnons pour se réorienter, mais peut-être dans le secteur de la technologie. Toujours avec une approche globale. Ça, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième point d'entrée, c'est par des programmes d'incubation spécifiques. Aujourd'hui, malheureusement, on a des femmes qui nous demandent, qui veulent vraiment être accompagnées par Witech, mais on n'a pas forcément la capacité en termes de quantité et aussi en termes même de timing, de pouvoir prendre assez de personnes dans nos cohortes. Donc, ce qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est plutôt on a mis en place le programme qu'on appelle WeTech Ventures. En fait, c'est un programme qui est un peu entre de l'incubation et de l'accélération. Donc, c'est un peu au milieu. Ce qu'on fait, c'est que on détecte, en fait, c'est un appel à projet aux femmes qui ont déjà des projets qui génèrent déjà des revenus, qui ont soit une composante innovante, soit une composante technologique, soit alors qui sont à fort potentiel. Donc, innovation, c'est vraiment dans la façon de faire, dans la façon de penser le projet, dans la façon de le déployer. Il peut y avoir quelque chose de différent, quelque chose de spécial qui peut nous intéresser. Ça peut être technologique qui est vraiment focalisée, comme je l'ai dit, soit sur la technologie numérique, soit sur la technologie industrielle. Ça, c'est aussi un aspect qu'on peut regarder. Ou alors, en termes de haut potentiel, ça peut être sur le marché. On peut être sur un marché vraiment très porteur, sur un marché qui est assez vraiment très dynamique. En regardant cet aspect-là. Donc, voilà les 3 aspects que nous regardons pour WeTech Ventures. Mais le critère commun, que ce soit pour l'innovation, que ce soit pour la technologie ou que ce soit pour le potentiel, il faudrait quand même qu'il y ait déjà la génération de revenus. Et donc, ça, c'est vraiment les aspects particuliers ou spécifiques que nous regardons. Et une fois qu'on a des fondatrices qui réunissent ces critères-là, et ben, nous les accompagnons. Pendant une période de 6 à 2 ans, ça dépend. Nous les accompagnons beaucoup plus dans la recherche d'opportunités financières parce que notre axe stratégique principal pour les 4 prochaines années, ou alors ces 5 années-ci, 2025-2030, c'est beaucoup plus l'inclusion financière. Donc, tout ce qu'on va vraiment faire, c'est autour de l'inclusion financière des femmes. Donc, on les accompagne beaucoup plus dans la recherche de financement auprès des investisseurs et même auprès aussi des banques avec lesquelles on a des partenariats aussi, et même des VC aussi. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième canal.
Le troisième canal, c'est beaucoup plus aussi dans la détection des talents, mais ça passe toujours par les formations. C'est-à-dire qu'une femme qui va faire nos formations, elle va pas, même si c'est qu'elle ne peut pas faire, elle peut pas, si elle n'a pas de projet, ou alors si elle n'est pas dans la réorientation professionnelle dans l'immédiat, on peut toujours l'apprendre on peut toujours la coopter, la mentorer pour qu'elle travaille sur un des projets VTech. Parce que effectivement, aussi comme Ayuk, nous sommes aussi un startup studio, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous-mêmes, nous concevons nos solutions technologiques que nous transformons en startup. Donc, il est arrivé, on a déjà eu des cas comme ça où nous prenons des femmes que nous formons et nous les amenons à travailler sur les projets de VTech pour que non seulement elles continuent à se perfectionner dans le domaine de la technologie, mais qu'elles comprennent aussi les rouages de l'entrepreneuriat avec nous. C'est un peu comme un programme de Entrepreneurship in Residence où vous êtes aussi coopté, mais vous êtes un peu comme en stage interne pour comprendre un peu les rouages, comprendre un peu l'écosystème, comprendre un peu tout ce qui concerne un peu l'innovation, la technologie. Et bien plus tard, au bout d'un moment, vous pouvez toujours décider de quitter et fonder votre propre startup ou alors aller sous d'autres cieux. Donc, on a une success story dans ce sens-là, qui est Sandra, qui a commencé justement par les formations. On a détecté le talent très tôt et on l'a amené à travailler justement sur nos projets d'intelligence artificielle. Elle avait un background d'ingénieur, je crois, en mécanique, si je me trompe pas. Et on l'a orientée avec nous, elle a travaillé sur l'intelligence artificielle et aujourd'hui, elle est au Canada où elle poursuit toujours, je crois qu'elle vient de finir son cycle d'ingénierie en intelligence artificielle, mais je crois elle a préféré maintenant s'orienter sur les marchés financiers, si je ne me trompe pas. Donc voilà à peu près un cas pratique un peu d'une success story qui montre aussi les étapes qu'il faut pour être accompagné à VTech et aussi un peu le outcome derrière. Donc voilà principalement comment nous, on accompagne les femmes, mais je veux aussi insister sur un aspect qui est l'aspect psychologique, parce que pourquoi est-ce que justement on se focalise sur les femmes? Parce qu'on sait que non seulement il y a un problème d'écart déjà de financement entre les hommes et les femmes, mais aussi même en termes même sur le plan même mental, psychologique, il y a déjà des barrières physiques qui peuvent intervenir. Ça veut dire déjà quand une femme tombe enceinte, quand il y a des enfants, il y a déjà des capacités qui sont réduites. Mais en plus de ça, il y a même aussi l'aspect émotionnel, psychologique, parce que c'est pas évident pour une femme déjà de trouver des financements, de gérer une start-up, de gérer même les hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement, elles ont du mal à gérer les équipes, etc., etc. Donc, il y a tout cet aspect aussi psychologique et mental que nous apportons aux femmes que nous accompagnons. Nous sommes là pour les soutenir et donc voilà. Principalement comment nous fonctionnons. Bien sûr, derrière, on a tout un réseau de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, que ce soit des partenaires privés, et que ce soit aussi même des experts et des spécialistes avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. On va faire en gros. Merci. Ok, merci beaucoup Élodie. Alors on retient que vous êtes principalement, vous vous orientez principalement vers la tech, mais aussi la tech industrielle, et que les principales étapes du cours de l'entrepreneur chez vous, c'est d'abord la formation. Donc vous insistez sur les formations pour que les entrepreneurs puissent avoir les bases de la tech, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, parce que comme vous l'avez dit, même si elles n'arrivent pas au bout de la réalisation de leur projet, au moins ils auront des bases et elles pourront quand même continuer dans le milieu professionnel de la technologie, du secteur de la tech. Ensuite, vous avez des programmes d'incubation spécifiques que vous appelez WeTech Venture et également un programme incubation-accélération, si j'ai bien retenu. Et l'une des choses que vous insistez dessus, c'est également que les startups soient à l'innovation on se va de 6 mois à 2 ans et vous accordez également un aspect psychologique dans l'accompagnement donné à ces femmes entrepreneurs. Alors, si on peut parler également du process chez Innovation Factory. Chez Innovation Factory, pour rejoindre déjà nos programmes, il faut passer par un appel à projet que nous lançons tous les 6 mois. Donc, l'appel à projet, il faut postuler. Ensuite, il y a donc 5 étapes.
il y a une phase de présélection, ensuite il y a une phase de sélection qui est une compétition de pitch avec un membre du jury. Et une fois que vous rejoignez les programmes d'Innovation Factory, nous insistons également principalement sur les formations. Principalement sur les formations, parce que pour nous, le cœur de notre offre, c'est vraiment l'accompagnement technique des entrepreneurs à les nécessaires. Dans le programme, les entrepreneurs sont formés du tout l'activité qui participe au développement d'une entreprise, qui participe à la gestion, la réalisation et la réussite d'un projet entrepreneurial. Pour cela, nous travaillons avec des experts, des partenaires techniques, dont des incubateurs. Nous sommes partenaires avec l'incubateur Mountain Up. Et également, nous avons des clubs de mentorat qui permettent également de suivre les entrepreneurs pendant le programme de leur entrepreneurs ont accès à un campus. Ils ont accès à donc, ils ont déjà accès à l'espace de travail, ils peuvent venir travailler même en dehors des jours de formation. Ils ont accès également à notre réseau d'investisseurs parce que notre réseau d'investisseurs intervient principalement à la fin des programmes. Nous mettons donc tous nos stocks qui sont des investisseurs devant notre investisseur et c'est une fois de plus de compte des investisseurs de projet parce qu'elles seront déjà prêtes, elles seront déjà clés, déjà et pour les entrepreneurs qui sont d'ailleurs dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet. On va très directement passer à la suite de notre échange d'aujourd'hui qui parle directement de la contribution même des incubateurs au développement entrepreneurial. Alors, donc, avant de continuer, on va déjà faire une sorte de résumé. Alors, l'accompagnement dans les structures d'incubation et d'accélération fournissent des services principaux aux entrepreneurs. Okay. Vous m'entendez? Difficilement, mais ça passe. Ok, excuse-moi, il y a des soucis de connexion. Alors, les services que fournissent les structures d'accompagnement et d'incubation sont principalement la formation. Donc, si je dois résumer toutes les interventions qu'il y a eu, il y a premièrement la formation et le développement des compétences réelles, l'accès à des ressources et à des infrastructures adaptées, la mise en relation avec des investisseurs et des partenaires stratégiques, l'assistance administrative et juridique, le mentorat et le coaching personnalisé avec des experts du secteur et l'aide à la recherche de financement et la levée de fonds. Donc, on va directement passer à l'autre phase qui est donc comment la contribution à l'innovation technologique. Alors, en 2022, plus de 60 startups ont été incubées dans des structures, d'accompagnement, ont eu un taux de survie supérieur à 70% après les 2 années d'activité, selon le journal Legal Cameroun. Et le dernier rapport Cameroun Tech Startup Ecosystem 2023-2024 réalisé par ActiveSpace et la GIZ Cameroun indique qu'il existe au moins 78 centres d'accompagnement soutenant l'innovation technologique, dont avec des acteurs clés comme Innovation Factory, ActiveSpace, Mountain Hub, Vitech, Jabaspace, le Bucaro, Brain Booster d'ailleurs qui devrait être avec nous et plein d'autres. Donc, je ne sais pas à ce niveau si vous avez besoin d'intervenir. Donc, on va directement passer, vu que là, on est déjà revenu sur la contribution de chacune de vos structures à l'innovation. Et on n'est pas prêt encore à parler des résultats comme l'a mentionné Jean-Patrick. Donc, on va directement passer à quelle est l'importance
pour les startups de rejoindre les programmes d'accompagnement. Alors, si vous, en tant que fondateur et directeur d'incubateur, vous devez convaincre les start-upers qui sont présents dans ce webinaire de rejoindre les programmes, des programmes d'accompagnement, que ce soit de votre structure ou même de quelconque incubateur. Selon vous, en quoi il est crucial? Quel est l'intérêt pour les startups de rejoindre un incubateur? Comment, selon vous, vos incubateurs, et d'ailleurs nos incubateurs à tous, ont un impact significatif dans la vie des startups? Est-ce que vous pouvez nous donner juste j'ai envie de dire des tips ou des propos, enfin, des tips ou bien les avantages à rejoindre les programmes d'incubation. Donc, on va commencer avec Jean-Patrick. Merci de donner la parole. En réalité, pour être honnête, moi j'aime être très honnête, très terre à terre. Si on fait un bilan des startups qui ont levé des fonds et qui ont le mieux réussi au Cameroun, je parle bien des startups, ou même des entrepreneurs qui ont leur business et qui marchent sur des domaines autres que la tech, 90% ne sortent pas des incubateurs. On prend par exemple Maviance, très gros succès. On prend l'Initiative Job avec Ejara, très gros succès. Nombreux de ces belles startups qui aujourd'hui lèvent des fonds et font des choses extraordinaires ne sortent pas des incubateurs. Je pense que l'état de développement de l'écosystème de l'accompagnement au Cameroun aujourd'hui fait que on ait un travail comment dire, la vraie étape de développement commence aujourd'hui. Les 10 dernières années étaient consacrées à faire de ce sujet de l'accompagnement un sujet. Est-ce que c'est important de développer des startups au Cameroun? Est-ce que c'est important de mettre en place un écosystème? Est-ce que c'est important d'avoir des structures normées, formées, etc.? C'était ça les 10 dernières années. C'était pas forcément est-ce que on va accompagner à un niveau de maturité. C'était pas ça. La preuve, quand on fait le bilan du cash qui est élevé par les entrepreneurs startups, il y en a pas énormément en Afrique centrale. Et Afrique centrale, c'est 90% au Cameroun. Maintenant, pour aller plus directement à la réponse à votre question, il est évident que c'est plus facile d'aller chercher la collaboration dans des écosystèmes structurés où on peut vous donner toutes les informations au même endroit que d'aller se battre pour chercher l'information dehors. La journée de l'entrepreneur, du gars qui crée sa start-up, son entreprise, c'est une journée très dure. Il vaut mieux l'affronter avec des ressources, avec des gens qui ont des ressources que seuls. Il est évident que ce qu'on fait, nous les incubateurs, c'est pas on met pas d'intelligence ou du génie dans la tête des gens. On les aide à être leur propre chance, en tout cas au Bukaru, on les aide à être propre chance et à être au mieux de ce que la nature leur a donné et les exploiter au mieux. Donc, l'intérêt d'être dans une structure, c'est juste d'avoir un guide pour être au maximum de ce qu'on est déjà au fond soi-même. C'est un guide pour pouvoir avoir quelqu'un à qui poser la question sur le sens de ce qu'on fait, sur le bien fondé, sur l'opportunité de ce qu'on fait, et surtout dans un environnement des affaires, parce que à la fin de la journée, une start-up, machin, etc., c'est ces entreprises, c'est les TPE, PME qui existent dans un environnement sauvage et difficile. Ayoub disait tout à l'heure qu'il vaut mieux qu'on accompagne des jeunes entrepreneurs, être proches de décision, c'est-à-dire, comme je disais, moi je disais, dans les localités, il vaut mieux être avec des gens qui font déjà ça et comme ça vous consacrez à développer ce que vous savez faire de mieux. L'intérêt d'être dans un incubateur, c'est ça, c'est avoir les moyens de faire exister sa passion, son rêve, sa volonté de créer de la valeur. Et il vaut mieux apprendre ou bien avoir des conseils de ceux qui ont essayé, qui sont plantés, qui ont réussi, mais en tout cas qui ont essayé, que de commencer comme si on était dans le désert de Gobi tout seul. Moi, c'est l'intérêt principal. Mais si vous n'êtes pas dans un incubateur, dans une structure d'accompagnement, vous pouvez quand même aussi réussir seul. Hein. Les gens qui ont réussi avant nous ne sortaient pas des incubateurs. Maintenant, c'est beaucoup plus
vous augmentez vos chances de réussite, ou bien vous augmentez savoir là où l'indemnité peut arriver, ou là où le bien-être peut arriver, en étant avec des gens qui ont déjà solutionné une partie des problèmes pour vous. Sachant que on est les incubateurs, on n'est pas des dieux, on n'est pas des, on n'a pas la formule magique. On sait simplement vous orienter pour vous permettre de performer au mieux dans ce qu'on pense, parce qu'on peut avoir tort, être les bonnes voies de performance. Voilà l'intérêt d'être dans un incubateur, c'est le pouvoir d'une structure d'accompagnement, pardon, c'est de pouvoir avoir accès à cet environnement, à cet écosystème, à des personnes de bonne volonté, à un réseau, un network pour pouvoir être au top de sa forme. Sadiq, you're on mute. Cédric, en mute, on t'entend pas. Oh, je demandais si Ayoub voulait ajouter quelque chose et puis Elodie. So for me, it's like really simple in terms of like founders and incubators and all. Incubator is supposed to be a platform that helps you to build faster, right? Other than staying at your home, you can be where there are resources in terms of like similar people thinking about the same thing like you. You can find a co-founder, you can find an investor, you can find support, and all of these things. An incubator is a platform that helps you to be faster than if you were on your own. And this is particularly important for young entrepreneurs. Most of the people that Nelly listed of great successes are people that used to work before, uh, um, had great success in their career before they came back to build startup. So there are two parts to entrepreneurship. You could go get a job, you build a network, you build experience, and then you come back to build a startup, or you could decide to build a startup from ground up and take it, right? So some of the good successes that we have around here are people that went had a good job, did work, had experience, and come back and build. But if we try to imagine in terms of entrepreneurship at scale, in terms of other ecosystem, how many of such people are in Cameroon? It means that there's this part of how you need to get young entrepreneurs to be able to build companies. So they have to fast track their learning, they have to fast track their capabilities and all of that. And that can only be done at the hub or the incubation space. That's why I said in the beginning that the hub has become the founder, has become the university of the founder, right? So there's a lot of learning to be done there. Today I go to incubator and I work with startups who don't know what a pitch deck looks like, who don't know what a business model look like, who don't know what a business model canvas look like. All of those things are not taught in school. Today our universities release at least 300,000 new graduates every year to the market. The government and the corporates cannot hire up to 20% of that number. The question is what happens to the 80% of the 300,000 new graduates that come out every day and they're found in the job market. The only way forward is entrepreneurship backed by technology and innovation. Because even if they had to Japan and go to Bank, how many of them are going to get visa and all of that? If we give extra 10% to get visa, we're talking about 70% still available. The only way forward, the only sustainable way is entrepreneurship backed by technology and innovation. And the schools are not equipped to teach them about technology and innovation. The only place that can cover that gap is incubators, accelerators, innovation labs, and whatever name we want to call them. Right. So for a founder, if you are leaving school, if you don't have the knowledge of entrepreneurship, you have to go to the hub. You have to go get that knowledge from the hub. You have to hope that you meet people there that understand it, that can share ideas with you, that you can brainstorm with them. When you go to Bangalore or in Mumbai, Google has a whole big campus there that they open it up with fruits, people, young kids working there, and all they have to do is code and try to build stuff.
and there's a program manager there that is just watching which one come out with something nice. And once you come out with something nice, they figure out a way to ship you to America or to support you to build that stuff. If you do not have the opportunity to have that space where you could have some internet, you could have like-minded people doing the things that are the same like you and all of that, I don't think that you have the opportunity to even see if you are going to grow. So there's a part where you can decide to build up yourself without needing an incubator. And there's a part where incubators play a vital role. And you're not just incubating businesses, you're incubating people, talent, right? For that talent and people to even get up to the point where you want to start building business. I've had somebody come into our incubator and spend 6 months just fidgeting around until they finally land on the idea that they wanted to build, and then they start building. That environment put them in a place where they could actually think. I started my I'm a software engineer. I went to school as a software engineer. I have a degree in software engineering. Before I used to code and build software, but I went to do internship at Active Spaces about 10 years ago. And the only reason why I went there was just to go watch entrepreneurs and how they do things. And I had to code on a couple of startups and things like that. That was my incubation as a founder. By staying in there and watching those entrepreneurs drink coffee, code all night, some people sleeping in the incubator in the space, gave me the idea that, oh, okay, this is another type of life. I can build up myself, build up a company that is going to succeed. And many years later, I built a startup that was acquired. When I look at all of that and I look at my journey, I moved from an incubator, built a startup. Many of them failed, some of them succeeded. Right back to creating an incubator to create that same path for other young people out there. So I think that the incubation model works. It can be better. It needs a lot of resources because for incubation to succeed, you need a lot of infrastructure support from the government, from corporates, and from development organizations to be able to support the incubators, because the incubators are trying to create a platform that creates jobs and reduce unemployment in the country. So there's supposed to be a lot of support from the government and all of these people, which in Cameroon that doesn't happen. So the incubator does not really do the job that they're supposed to be doing. But I'm a testament of what an incubation can do. I've gone through an incubation program. I have left. I have built a startup. I built startup. Many of them failed. Some succeeded. I came back to invest in the ecosystem. I created a hub or incubation that is doing a lot of stuff. So that model works. It just has to be better. Because if at the end of the day we find a way for that model not to work, then there's going to be a lot of jobless graduates out there, increasing crime, increasing teenage pregnancy, and all of that. And there's not going to be way out. It's just like a part of catastrophe. Everything is just going to collapse. So if you're an entrepreneur or you are an aspiring entrepreneur, because a lot in Cameroon, we have more aspiring entrepreneurs than entrepreneurs, right? Because most of the young people don't even know what entrepreneurship is. So a lot of the 80% is aspiring entrepreneurs, not really entrepreneurs. It is until you go to the hub and they show you what it means by to be an entrepreneur that you start thinking, should I stay here or should I go and get a job or should I get a visa to go to Canada? You will have to choose one, right? But that is the position of the incubator, just to have a space where you can come and pitch and somebody tells you that this is not the way that it has to be done. That's a whole course on its own. That's a whole feedback that an incubator is giving you that helps you to move to your next step. Even if you're not finally going to build the venture, or if you are not going to continue as an entrepreneur, that skill is going to help you in other parts of life, and it's going to help you to figure out your next step. We run programs in Mountain Hub where people just have to come and pitch and receive $50 for the best. And that program ran for 2 years, transform young entrepreneurs their life, right? It is okay if they do not finally go to build a startup that succeeded, but that training helped them to actually position their mind to even make a decision if I'm supposed to be an entrepreneur or not, to even make a decision if I need to build a company or not, or to go and get a job. Because sometimes you need to clear that in young aspiring entrepreneurs' mind to decide if they have to be an entrepreneur or not. That is the job of an incubator. That is the job of an innovation hub. In our context in Africa, the innovation hub, the incubator
is the university of the founder. It has to teach you either how to build a company and scale it. It has to teach you the nuances of entrepreneurship, or it has to actually vet you if you need to be an entrepreneur, or you need to get a Canada visa, or you need to get a job. So for me, I think that is the goal. Thank you for this insight. About for maintenant, concernant le point sur lequel nous sommes, quel est l'intérêt pour les startups d'intégrer les programmes d'incubation et d'accélération? Pour vous qui êtes un incubateur 100% féminin, pour vous, quel est l'intérêt pour des femmes entrepreneurs de rejoindre? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour des femmes entrepreneurs de rejoindre un incubateur 100% féminin, ou bien vous pensez que les femmes entrepreneurs peuvent être autant épanouies dans un incubateur 100% genré ou un incubateur généraliste, par exemple? Je vais pas me positionner en juge sur cette question. Je pense que je crois que les femmes, je laisse le libre arbitre à chacune de savoir si elle préfère le généraliste ou le spécialiste, mais je pense que chacun a quelque chose à donner, hein. Chaque incubateur a toujours quelque chose à donner, chaque incubateur a toujours sa contribution et sa valeur de proposition, hein, nous n'offrons pas forcément les mêmes choses ou bien les mêmes services, ou même dans la façon de donner ou de contribuer au projet des entrepreneurs, c'est pas de la même façon. Maintenant, moi, je vais me focaliser sur le cas de WITEC. Nous, pourquoi est-ce qu'il faudrait nous rejoindre? Parce que chez nous, c'est un monde d'opportunités. C'est un monde d'opportunités qui est taillé aux besoins, pas seulement des femmes peut-être entrepreneurs, mais qui donne en fait, c'est un espace sûr. Hello? Je crois qu'il n'y a pas de réseau. Chez nous, c'est vraiment un monde d'opportunités, si je peux dire ça comme ça. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, on a lancé WITEC Ventures. Je crois que c'était en juin, entre mai et juin 2024. On a enrôlé nos premières startups en cette période-là, je pense. Et on n'a que pris 2 startups camerounaises. Mais les 2 startups camerounaises que nous avons accompagnées ont levé des fonds. Et ce qui est bizarre, au-delà de cela, c'est que elles sont clientes l'une pour l'autre. Donc, elles ont pu mettre en place cette collaboration où elles font ces échanges de services, chacune achète chez l'autre. Et ça permet quand même pour elles de maintenir, d'avoir quand même un business qui tourne en s'appuyant sur. Donc, il y a ce réseau-là féminin qui s'installe naturellement par cette collaboration, par cet espace justement que nous offrons, par cette comment je peux dire, je vais pas parler de sororité, ça c'est très poussé, c'est un peu trop activiste pour moi, mais je vais dire juste que cette plateforme là que nous donnons aux femmes, ça ouvre lieu à plein d'opportunités, plein de possibilités, surtout pour les femmes de se découvrir déjà elles-mêmes. Ça peut être en termes de leadership, ça peut être en termes de carrière professionnelle, ça peut être en termes de même d'entrepreneurs, ça peut être en termes de, je sais pas, il y a plein d'aspects sur lesquels nous travaillons avec les femmes que nous accompagnons et qu'elles découvrent quand elles sont avec nous. Un autre exemple que je peux prendre, les membres même fondatrices de WITEC, je suis la seule qui suis à 100% dans l'association, mais pour la plupart, depuis elles ont intégré chez WITEC, mais la croissance professionnelle a été, je peux dire presque exponentielle. Si les parcours des membres de WITEC depuis qu'elles sont à WITEC, je peux même pas en parler. C'est magnifique et nous sommes fiers de cela. Donc elles ne sont pas entrepreneurs, mais elles ont ce côté-là, elles ont développé ce côté ce côté carriériste, ou ce côté sur leur carrière professionnelle, qui fait en sorte que elles grimpent des échelons à leur niveau, elles grimpent des échelons, elles orientent très bien leur carrière, elles savent ce qu'elles valent sur le marché professionnel, elles savent se positionner, et ça aussi c'est quelque chose pour moi, c'est aussi de la valeur ajoutée qu'on donne à ces femmes-là. Donc, il n'y a pas seulement le côté entrepreneurial, je veux dire, il n'y a pas seulement le côté professionnel, mais il y a aussi le côté même développement personnel aussi que nous, on intègre et qui est taillé même aux femmes, pour les femmes,
et surtout aux femmes que nous accompagnons. Donc, comme j'ai dit, derrière, il y a une multitude d'opportunités. Ça peut être aussi des opportunités, c'est pas seulement des opportunités en termes de financement, comme je disais, ça peut être même des opportunités commerciales. Des opportunités commerciales, ça peut être du relationnel. Et entre femmes, c'est plus facile pour nous, c'est plus naturel de se comprendre, de s'écouter et voilà, de s'entraider naturellement parce qu'il y a déjà cette fibre-là que nous avons en commun. Donc, moi, c'est pour résumer, je vais pas être longue sur cette question, mais je suis vraiment pour résumer chez nous, c'est juste le mot-clé, c'est ouvrir le monde des possibilités, et vraiment ouvrir le monde des opportunités. Pour nous, c'est vraiment ça, pour le cœur ou bien alors la mission même de WITEC. Bien sûr, comme j'ai dit, en s'appuyant sur divers canaux que j'ai déjà cités préalablement. Donc voilà à peu près. Ok. Je dis pour ces ajouts. Alors, si on doit retenir quelques points sur quels sont les intérêts pour les startups de rejoindre les structures d'accompagnement, on pourrait dire déjà que les structures d'accompagnement favorisent la collaboration même entre les entrepreneurs. C'est comme Ayouk l'a dit, c'est une université. En fait, ce sont des universités d'entrepreneuriat qui forment les startupeurs à l'entrepreneuriat et au développement de leurs projets. Alors, certaines rejoindre un incubateur aussi, c'est bénéficier du développement professionnel et personnel et bien sûr, c'est bénéficier également d'un réseau et une facilité d'accès au financement, vu que généralement, c'est le premier objectif de tous les start-upers quand ils arrivent dans un incubateur. Ouais. On va continuer tout de suite avec quelques questions qui nous ont été posées par les participants à l'attention des intervenants. Avant de prendre les questions posées directement dans les questions que j'ai apprêtées, on va répondre à deux questions qui sont dans le chat. Alors, il y a monsieur ou madame Sorel Moifo qui demande, elle souhaiterait savoir s'il existe des collaborations entre incubateurs et si oui, comment est-ce que les incubateurs collaborent? Je ne sais pas si Jean-Patrick, tu peux répondre à cette question. Moi, je pense que les collaborations, ça dépend des synergies des personnes. Moi, ce qui est important, c'est quel est le besoin pour que la collaboration se mette en place. Un exemple simple, Madame Moifo qui a posé la question, que je connais bien, à une organisation qui s'appelle le RAPEC. Et c'est parce qu'elle ne veut pas demander l'agrément d'incubateur qu'elle n'est pas incubateur d'ailleurs, mais en réalité elle est excellente je m'appuie beaucoup sur son formidable réseau et son travail pour sourcer les entrepreneurs que j'accompagne dans l'agrobusiness et pour plein d'autres choses sur le plan administratif. Donc en réalité je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, il faut faire des collaborations quand elles ont un sens, c'est-à-dire que quand ça a un sens, c'est naturel, ça se fait naturellement. J'ai eu à collaborer à une époque lointaine un peu avec WITEC sur un sujet administratif qu'on devait faire du lobbying au Parlement camerounais. Avec Ayou, que je pense qu'on va collaborer bientôt sur 2-3 sujets pour le bien-être toujours des entrepreneurs. Donc voilà, il y a pas de difficulté particulière. Je collabore avec Innovation depuis un petit bout de temps maintenant, comme Ayouk aussi d'ailleurs. Donc je pense que on est tous conscients en tant que responsable d'incubateur que si la collaboration s'impose parce que on travaille pour le bien-être des gens qu'on accompagne, la collaboration va se faire parce que même si on a créé des incubateurs, tous autant qu'on est, hein, que ce soit Ayouk, Elodie, moi, d'autres, on ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour les gens qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on a une mission de réussite. On a une obligation de résultats et de moyens. Bon, de résultats, non, mais on a une obligation de moyens et l'obligation de moyens nous impose de faire tout ce qu'il faut pour que les gens réussissent, nos enfants, nos petits frères, petites sœurs réussissent. Ça veut dire que, quel que soit, après il y a aussi les rapports humains qui font que ça peut ne pas marcher. On n'est pas des machines, on n'est pas Dieu. Si les rapports humains ne donnent pas, on ne va pas collaborer. Mais en réalité, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, si jamais il faut que
Je collabore parce que je vois que ça va permettre à telle personne d'accéder à 4 fois plus en termes de résultats. Je vais collaborer. Le débat le débat ne se pose même pas. On ne peut pas se plaindre en tant que Camerounais, en tant que citoyen camerounais de dysfonctionnement sur d'autres sujets qu'on observe dans notre pays et refuser que maintenant, avec beaucoup d'honnêteté, mes collègues incubateurs vous le diront, bon, les humeurs et les relations humaines font que, oui, il y a des collaborations qui ont raté, mais ça arrive, tout n'est pas de réussir. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème c'est déjà rarifié, parce que tout à l'heure, vous parlez de 70 structures d'accompagnement. En réalité, les structures qui se battent et qui font quelque chose sur le terrain, il n'y en a pas 10. Aujourd'hui, vous en avez 3, 4 sur le truc. Vous avez Witech aujourd'hui, Ayuk, moi, Brent Booster qui n'a pas pu venir, mais qui est très active, Innovation. On n'est pas 10 dans le privé que je connais qui travaillent vraiment. Donc, ce n'est pas facile. On n'a même pas forcément le temps de structurer une collaboration qui sert à quelque chose à quelqu'un. Donc, on doit aussi collaborer si on n'a pas le temps de s'occuper de faire vivre cette collaboration. Mais je peux rassurer les différentes entrepreneurs potentiels utilisateurs de nos structures d'accompagnement que si en étant dans un autre, ils ont besoin que les incubateurs collaborent ou bien que les intelligences dans ces incubateurs-là se mettent ensemble pour un bien commun, ça se fera parce qu'on a une obligation de moyens de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Merci beaucoup, Vipej. On va continuer directement avec les questions qui ont été posées en amont par les participants. Alors, quel est l'encadrement juridique des incubateurs au Cameroun? Et en même temps, est-ce que vous pouvez expliquer le business model de l'incubateur? C'est vrai que ça varie d'un incubateur à un autre, mais par exemple, par rapport à votre incubateur, je sais pas, Jean-Patrick, tu peux encore nous éduquer là-dessus? J'ai pas compris la question, tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, la question, c'est quel est l'encadrement juridique des incubateurs au Cameroun et aussi expliquer le business model d'un incubateur. Je disais que c'est vrai que le business model des incubateurs varie d'un incubateur à un autre, mais la question de l'intervenant, c'est de savoir est-ce qu'il y a un business model général pour des incubateurs au Cameroun. De toute façon, hein, le travail qu'on fait nécessite de trouver des ressources. Business model ou pas, il faut qu'on trouve l'argent, il faut qu'on trouve le cap pour faire ce qu'on fait. Les locaux coûtent de l'argent, l'électricité que vous venez trouver quand la clim est allumée coûte de l'argent, le matériel, les tables, les chaises, les ordinateurs, etc., tout ça coûte de l'argent, même la ressource humaine coûte de l'argent. Ça veut dire qu'on est obligé à un moment donné de se retrouver à agir comme les entrepreneurs qu'on accompagne. On ne peut pas dire qu'on dit à toute structure qui vient nous voir de structurer leur business pour pouvoir pérenniser leur activité et nous-mêmes ne le structurer pas. Donc oui, on a un business model. Pour ma part, c'est de bien identifier quels sont nos clients. Le paradoxe dans notre écosystème, c'est que les utilisateurs de nos services sont souvent des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer nos services véritablement. Donc, il faut vraiment être très clair là-dessus. Oui, on peut faire payer des formations, etc. Mais si on voit le niveau de ce qu'on déploie et qu'il devait payer au vrai coût de ces services-là, ce serait difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver qui sont les gens qui sont prêts à payer pour eux. Notre business model à nous, il est simple. C'est que on va chercher, oui, il y a le modèle Startup Studio qui permet de développer des solutions qu'on vend et après, ça permet de financer l'incubateur. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans au Bukavu, c'est de faire des services de formation, d'intrapreneuriat, d'open innovation, de développement pour des structures, d'organiser des événements écosystèmes pour des grosses boîtes, etc. Ça nous a permis de gérer sur les 4 dernières années, les 3 dernières années surtout, d'avoir on va dire un chiffre d'affaires sur 3 ans d'à peu près 250 millions de francs CFA. Mais c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice, je précise bien, il ne faut pas que les gens disent que je suis multimillionnaire. Ce que je veux dire, c'est que tous les jours, on doit se réinventer. Nous, on s'est créé en SRL dès le départ pour prouver aux entrepreneurs qu'on vous accompagne en entrepreneur parce qu'on est d'abord une entreprise. On n'est pas une association, on est une SRL, on paye des impôts, on paye la CNPS.
on déclare, on dans les démarches ISO, etc. Pourquoi? Parce que c'est difficile à un moment donné avec les Camerounais qui questionnent toujours notre qualité de ne pas faire, de ne pas prouver soi-même qu'on est d'abord des entrepreneurs avant d'être des accompagnateurs d'entrepreneurs. Donc, et en bonne entreprise, en bon entrepreneur, on a un business model qui nous permet d'équilibrer nos comptes. Les 3 dernières années, avant les 3 dernières années, c'était difficile. Depuis l'année dernière, on arrive enfin à être à l'équilibre et à payer nos salaires, nos charges. On espère à partir de l'année prochaine commencer à faire un peu d'un cap nous-mêmes parce qu'on ne travaille pas pour ne pas gagner. Et ça, c'est un vœu pieux parce que faire sa passion en entreprise et gagner de l'argent en aidant d'autres à pouvoir structurer leur vie, c'est un bonheur. Mais où on a un business model qui est parfois difficile à mettre en œuvre, mais on se bat et Dieu, Dieu est notre guide, si je puis dire. Ok. Merci Jean-Paul. Alors, autre question. Quels sont les défis que rencontrent les incubateurs et accélérateurs? Je ne sais pas si Elodie peut nous répondre. Quels sont les défis que vous rencontrez, par exemple, chez UTech? Alors, les défis que nous rencontrons, il y en a pas mal quand même. Le premier, c'est la ressource humaine. Avoir une ressource humaine qualifiée dans le domaine de l'accompagnement, surtout de l'accompagnement orienté entrepreneur, et en même temps aussi cette petite partie développement communautaire, coopération internationale, un mix d'un peu de tout, et en plus encore de start-up studio. Donc avec tout ce mix-là, j'avoue que c'est un peu difficile de trouver déjà la ressource humaine, une ressource humaine qualifiée pour pouvoir avancer et pouvoir se développer. Ça c'est un challenge. Le deuxième challenge, c'est effectivement aussi le côté business model. Nous chez WeTech, quand même, on s'en plaint pas. On a un business model qui est assez mix avec plusieurs revenue streams, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a pas mal de revenue streams, donc on parvient quand même à être à l'équilibre. C'est pas encore ça parce que justement, c'est les membres, avec les membres fondatrices, nous nous sommes réunis le mois passé pour faire justement le budget annuel, pour valider le budget annuel de cette année. Et c'est pas un petit budget par rapport aux ambitions que nous avons. C'est vraiment pas un petit budget. Donc du coup, mais on se donne les moyens. On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs financiers, nos objectifs en termes de sustainability aussi. Donc, il y a cet aspect financier-là. Le troisième aspect, bon, pour m'attarder un peu sur l'aspect financier, je veux aussi un peu, peut-être pas forcément pousser un cri de gueule, mais quand même aussi déplorer le fait que les incubateurs aient beaucoup plus à travailler avec des institutions internationales qu'avec des entreprises implantées au Cameroun. Moi, je trouve ça très dommage que ce soit des institutions ou alors des organisations étrangères qui nous fassent plus confiance, qui nous donnent plus de moyens, plus de ressources pour nous développer et pour impacter par rapport aux entreprises locales qui, elles, ont tendance à nous prendre un peu de haut. Bon, nous, en tout cas, à WeTech, depuis trois ans déjà, nous, on a dit qu'on n'allait plus vers les entreprises nationales, nous sommes même plus intéressés. Déjà, comme je vous ai dit, la vision de WeTech a toujours été internationale, donc les entreprises locales, c'est pas vraiment notre cible. Et les collaborations qu'on a essayé justement avec les entreprises locales, c'est pas tellement ça, mais c'est juste dommage. Pour moi, je me dis c'est dommage que localement, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des acteurs qui n'arrivent pas à soutenir, qui n'arrivent pas plutôt à vraiment nouer des partenariats gagnant-gagnant. Voilà. Je vais pas parler je vais même pas parler de subventions ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que des partenariats gagnant-gagnant avec des incubateurs. Moi, je parle pas dans le cas de JP, que JP c'est une exception c'est l'une des exceptions dans notre écosystème localement en tout cas, mais voilà. Donc ça c'était vraiment sur l'aspect financier et partenariat. Maintenant après aussi même la qualité ou alors le profil des entrepreneurs. Chez les femmes, pour WeTech, je peux dire que nous quand même on filtre beaucoup. On fait beaucoup de due diligence. On prend le temps de discuter avec les entrepreneurs que nous sélectionnons, on prend le temps de les connaître,
avant de pouvoir éventuellement les accompagner. Par rapport aux candidatures qu'on reçoit, même par rapport aux programmes que nous lançons souvent qui sont financés par les partenaires internationaux, parce que c'est quand nous avons cette subvention-là qu'on peut vraiment ouvrir nos services et notre accompagnement. Et les candidatures que nous recevons, généralement, c'est pas vraiment ça. C'est là qu'on ressent qu'il y a vraiment un besoin par rapport à la qualité du profil de l'entrepreneur camerounais et particulièrement de la femme entrepreneur. Ce qui est bien avec la femme entrepreneur, c'est qu'elle va quand même chercher à se débrouiller quand même. Elle aura toujours des plans B, C, D. Elle saura toujours comment jongler entre guillemets. Et une qualité aussi qu'il faut relever chez les femmes, c'est qu'elles sont un peu plus honnêtes et sincères quand même. De toute façon, elles peuvent pas vraiment cacher quoi que ce soit. Mais il faut quand même déplorer que c'est pas je vais dire le profil de l'entrepreneur, surtout au niveau de la moralité, au niveau de la connaissance, au niveau de même des capacités ou des compétences. Il y a encore un peu de chemin à faire. Ce qui est bien, c'est que les Camerounais sont talentueux naturellement. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Les Camerounais sont talentueux, les Camerounais ont beaucoup de potentiel, mais ça demande encore beaucoup d'efforts pour travailler, pour tailler ça et avoir vraiment des profils champions locaux. Si vous regardez la plupart des grosses startups camerounaises, celles qui ont fait de grosses levées de fonds, ce sont des gens de la diaspora. C'est principalement les gens de la diaspora, pas seulement, mais principalement les gens de la diaspora. Parce que eux là-bas, je pense en tout cas qu'il y a peut-être des bases qui sont un peu plus solidifiées par rapport aux entrepreneurs locaux. C'est pas seulement sur le plan du potentiel humain, hein, ça peut même aussi être en ressources humaines et physiques, mais il y a quand même un très grand gap qu'il faut pouvoir combler sur le plan même de la qualité du profil de l'entrepreneur. Donc voilà, par exemple, les 4 points que je pourrais citer comme ça en ramassis pour répondre à ta question. Ok. Bon, toujours sur la même question, sur quels sont les défis que rencontrent les incubateurs et accélérateurs. Maybe, Ayuk, you want to add something about it? I think in terms of like the difficulties is that all about resources. For the work Excuse me? that I say that around resources, financial resources and other resources to support. I think those are like some of the difficulties that the incubators face. Because as an incubator, when you support an entrepreneur, the entrepreneur also expect that you be able to solve some of the financial problems. For example, if they need money to buy a component to build their product, right? Sometimes an incubator is not going to have that. They will give like the normal support, but you don't build a startup just on training. Right? The startup needs resources that the startup might not have. So in other places, the countries, incubators are supported a lot to be able to have this buffer finance so that they can support startup. But in our case, that is not the case. And a lot of that is supposed to come from the government, but that is not the case. I think that a lot of that is found around the support. Another difficulty is partnership among incubators, which is something that we still need to figure out. I think that we need to figure out a framework of trust where incubators work together. Because you have the startup that gets incubated in this incubator, and then they leave and they go and get incubated in the other incubator, and it's all kind of like a mix. It feels like every incubator is trying to do their own thing, right? But if you have like incubators come together, and then you can say, what is our goal for startups in Cameroon is to attain this level, that we can work together. Because at the end of the day, the true success is successful startups. For every incubator, your true success is successful startups that come out. Nothing else. Not the number of people you train, not the number of atelier you had. The true success is how many startups that come out that are successful in the ecosystem, right? And if that's the case, it means that incubators need to rally together and tell ourselves that how do we get more successful startup? It's not about who has the startup or who supported the startup. It's about, do we have a successful startup this year in Cameroon? Next year, do we have 2, 3? The other year, do we have 5, 6? I think it's the mentality. And for that to happen, we need to find a framework of trust
among incubators to be able to focus on the bigger goal, on the bigger perspective. Um, the other part is trying to get the international organization understand because they will give more money to the government. Yes, because when they bring money, they have to pass through the government as they are going to accuse them of funding terrorism. But they also to get them to bring the government on the table in such a way that if they are coming here with 50 million euros, um, um, maybe the government can keep half and give the private sector, which is incubator, half to actually do the job. So we need to find a way to have these public-private partnerships, right? And to be able to have public-private partnerships, incubators and accelerators need to work together. Else is not going to work. So, so one of the difficulties that we've not figured out how to have public-private partnership where we can get Union European on the table, Minepad on the table, or Minposter on the table, or the World Bank on the table, and 10 incubators, and take maybe 50 million from the World Bank and get the government to kind of like administer the fund, but make sure that the fund actually gets to the incubators to do the work. So I guess that it is our ecosystem and we need to figure out all of this. Nobody's going to come and figure it out for us. If you need to play politics, you need to play politics to get it done. Else, we might as well not try to incubate startup because there's a lot of difficulties in helping startup grow. There's a lot of failure rate in startups. So you need to have all the resources that you need and the backing that is necessary. And the only way to do that is there's no way out than to work together. So for me, those are kind of like the difficulty that we face right now. In terms of like good people, I think there are good people, good Cameroonians that are found in the diaspora that we can actually get them to contribute, but we need to show them some kind of synergy. We need to show them some kind of synergy that we are working together for the good of the startups and get them to bring in their input. I think when they realize that we ourselves are separated and divided, and then they just say, well, it's the way things happen in Cameroon, there's no need to waste our time. So we can really get good people from out there, but they need to also see synergy that happens on the ground to actually show that we are really interested in building the ecosystem and building startup. When that happens, then diaspora people will start committing. Yeah. Okay. Thank you, Yuka. Thank you. On va continuer avec la prochaine question qui est enfin, une avant-dernière question. C'est un incubateur peut-il réussir sans partenaire financier? Jean-Patrick, je ne sais pas si tu peux nous répondre à ce niveau. Penses-tu qu'un incubateur peut réussir sans partenaire financier en vue de l'écosystème camerounais actuel? En tout cas, qu'on me croit pas, mais moi, depuis que je suis le Bukawa ici, j'ai jamais eu de subvention. Alors, est-ce que le partenaire financier, c'est la subvention? Est-ce que c'est le business? Ça, c'est la question. Si c'est partenaire financier par subvention, oui, on n'a jamais eu de subvention depuis qu'on est né, ça fait presque 10 ans et donc on n'a jamais eu de subvention. Est-ce que partenaire financier, c'est faire du business? Bah non, l'argent doit bien venir de quelque part, non? Aujourd'hui, on sait que je disais tout à l'heure que les gens qui utilisent nos services n'ont pas d'argent réellement pour les payer au prix, au niveau auquel on devrait le faire payer si on le faisait payer du coût réel. Ça veut dire que il faut faire du business à côté pour financer le gap entre le prix réel payé, voire non payé, et le coût réel le coût de revient. Donc on peut pas faire d'incubateur si je fais pas de business. Et comme j'ai dit, même si je dis que l'on est sous forme entreprise, mais les collègues qui sont sous forme associative ne sont pas différents. Il faut faire toute une économie pour pouvoir financer un budget comme celui dont Elodie parlait tout à l'heure. Tu as un budget conséquent, il faut trouver les voies et moyens de le combler. Le combler, ben, c'est trouver des partenaires avec lesquels tu fais du business, une partie peut-être de la subvention, etc. Donc, tu vis pas dans le monde en vase clos, en vase fermé, donc tu es plutôt en vase ouvert, donc tu peux pas réussir sans faire de business, qu'il soit subventionné ou qu'il soit du real business, non, tu peux pas. Donc la réponse est non, un incubateur sans partenaire financier. Après, maintenant, si toi-même tu es extrêmement lourd et que tu dis que tu peux mettre 1 milliard ou 100 millions sur la table chaque année sans avoir besoin de voir quelqu'un, ça c'est autre chose, c'est de la philanthropie et si tu as les moyens de ta politique, bon, amen. Amen. Ouais.
Merci beaucoup. Je sais pas, Élodie, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir ajouter quelque chose à au propos de Jean-Patrick? Ok, alors on va continuer avec la dernière question qui, je pense, varie aussi d'un incubateur à un autre. Mais ici, vous pouvez donner une réponse générale. Alors, l'intervenant demande, le participant demande de savoir comment bien monter son dossier de candidature pour pour rejoindre un incubateur. Donc, comment est-ce que, enfin, peut-être en 5 points, comment monter bien, quels sont les éléments qu'il faut dans un dossier de candidature pour être sûr d'être retenu dans un incubateur? Ayuk, maybe you can help us on it. Come again. Hello, Cedric, can you come again? Mister? You hear me? Yeah, I can hear you now. Can you come again with the question? Yeah, I mean, comment bien monter son dossier de candidature pour intégrer un incubateur? I think that it depends on the incubator. Every incubator has their process and what they are looking for. And if you go to their website, you'll see clearly defined there. I guess the core thing about getting into an incubator is to show something that you have already started building. After filling all the questions and answering all the questions that you need, the key thing that decide if they're going to take you or not is to show that you already started before coming to the incubator. It is not at the incubator that you're coming to start. You have built something, you have built a product, you started talking to customers, you started getting initial customers for your product. And then it becomes easy for the incubator to see the market or the business potential and decide to take you in or not. You should avoid going to an incubator when you just have an idea. Of course, you can go to the incubator with the idea and get mentorship and support for them to help you clean the idea. But some incubator will not take you with just an idea. Most incubator will take you when you already started doing something, because that is the whole idea of validating your entrepreneurship mindset. An entrepreneur is not the one that waits until they have an office space before they start building a solution or start building a business. An entrepreneur is somebody that starts with what they have, where they are, with the resources that they have, and start going. And then resources meet you along the way for you to be able to figure it out. So apart from filling incubator specific forms on their website and their directives, the most important things for entrepreneur is to show traction already before you go to an incubator. It will determine if you get in or not. Yep. You're mute, Cedric. Thank you. Je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de cet échange. Pour faire une sorte de conclusion, on va dire que on retient pour les entrepreneurs qui sont là que le rôle des incubateurs au Cameroun, c'est de principalement favoriser les collaborations entre entrepreneurs, favoriser les partenariats, mettre à leur disposition des réseaux, que ce soit des réseaux de mentors, que ce soit des réseaux de partenaires financiers, de potentiels investisseurs. Et le rôle principal aussi de l'incubateur est de former même les start-upers au développement entrepreneurial et aussi la mise à disposition d'infrastructures. On sait également que les incubateurs, que ce soit les incubateurs spécialisés ou les incubateurs qui sont plutôt généraux, rencontrent pour la plupart tous les mêmes défis qui sont principalement la ressource humaine, également le mindset des entrepreneurs qui postulent au programme d'accompagnement et aussi la collaboration entre les secteurs privés, publics et même les incubateurs. Donc, si on peut retenir quelque chose de ce que JP a dit et Ayouk, c'était que il faut également que pour un meilleur accompagnement, pour un meilleur service aux start-upers, pour de meilleurs résultats au sein de l'écosystème camerounais, il faudrait que les incubateurs, tous ensemble, trouvent des moyens de collaboration qui sont plus spécifiques et que ce soit un peu plus concret, que chacun n'évolue pas de son côté, parce que c'est ensemble, c'est en partageant nos compétences et en partageant nos expertises qu'on pourra donner un meilleur suivi
à ces entreprises qui viennent de chez nous et on pourra tous inventer d'avoir des entreprises, des top level entreprises qui sont présentées qui représentent le Cameroun, qui représentent la tech camerounaise en Afrique et à l'international. Donc, merci à tous les intervenants, à Youk, Elodie Nonga, Jean-Patrick Ketia, merci pour votre disponibilité, merci de vous avoir rendu, d'être resté avec nous. Vous savez qu'on a dépassé le temps de 30 minutes. Merci pour votre partage, merci pour cet échange et une fois de plus, je vous souhaite, comme au début, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Avant de partir pour les intervenants qui sont présents dans le chat, qui sont présents dans le call, Innovation Factory a lancé la semaine dernière un appel à projet pour rejoindre notre première cohorte de l'année 2025 et notre deuxième cohorte en général. Donc, si vous avez un projet innovant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour postuler. Vous allez voir un bouton postuler. Il suffit juste de remplir le formulaire et ensuite, vous serez contacté si vous passez les premières étapes qui sont étapes de présélection. Donc, vous rendre sur le site www.innovation-factory.com et soumettez-nous vos projets et nous serons ravis de vous accompagner. Merci une fois de plus encore à tous les participants pour votre disponibilité. Merci à Youk, merci Jean-Patrick, merci Elodie et on se dit à la prochaine pour un prochain webinaire d'Innovation Factory. Merci, bonne journée. Bonne journée, Merci. merci. Nice day.